Malgré les menaces de sanctions du gouvernement, les agents du ministère de l'économie et des finances ont débuté ce 4 avril un mouvement de grève de 48 heures. Vous saurez le contenu de leur plateforme revendicative dans ce journal. La marche de demain, 5 avril, divise les associations pour la défense du droit au logement, alors que la CADDL maintient la marche malgré une rencontre avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Deux autres associations s'y opposent. Vous entendrez les arguments des deux camps dans cette édition. Et puis, le torchon brûle entre la société immobilière Abdoul Service International et la commune de Ouagadougou au sujet d'un don de parcelles. Après la sortie du maire le 31 mars dernier, la réponse d'Abdoul Service International ce matin. Voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur BF1. Les impôts, les douanes, le trésor, tous les services rattachés au ministère de l'économie et des finances et les agents de ce département ministériel ont entamé un mouvement de grève de 48 heures ce 4 avril 2018. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le sujet au centre des débats en ce moment, le fonds commun ne fait pas partie des revendications résumées en 7 points. 7 points dont la satisfaction est exigée par ces travailleurs qui sont allés observer le piquet de grève au Minefid ce matin. Luc Pabelgem. Le piquet de grève a difficilement été installé au ministère de l'économie, des finances et du développement. La coordination des syndicats de ce ministère dit être empêchée par la police de commencer sereinement sa grève qu'elle compte observer du 4 au 5 avril. Néanmoins, des travailleurs n'ont pas marchandé leur participation à ce mot d'ordre des 6 syndicats composant la coordination. Cette grève des 48 heures fait suite à une correspondance adressée au ministre de tutelle et au Premier ministre en date du 16 mars. 7 points faisaient l'objet d'exigences et à en croire la coordination, aucun d'eux n'a connu une avancée. La grève est tenue pour exiger la satisfaction totale de notre plateforme que nous avons soumise au chef de l'État le 14 mars 2018, qui s'articule en 7 points, que vous connaissez, dont la restauration du chèque au niveau du ministère, l'intégration du bâtiment R+4, l'arrêt des réformes, la location du carburant qui a été supprimé, la restauration de cette location et la suppression des contrats des sociétés d'inspection, des importations de marchandises et l'octroi d'un statut sécurisant et au personnel du ministère des Finances et l'arrêt de certaines réformes entreprises au niveau du ministère sans la participation et le consentement des travailleurs. La coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances regrette l'attitude du gouvernement. Après avoir pris 2 semaines pour la rencontrer, le gouvernement ne proposera rien de tangible. En plus, c'est la question du fonds commun qui est mise aujourd'hui en avant. Il faut dire que nous avons eu des concertations avec le gouvernement. En 3 jours, nous avons déposé notre préavis le 14 mars. Le gouvernement nous a appelé que le 28 mars. Nous nous sommes concertés le 28, le 29 et le 30. Et depuis lors, le gouvernement a dit, à travers le ministre de la fonction publique, qu'il va rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques, notamment le chef de l'État, le Premier ministre. Il nous revenait jusqu'à la date, jusqu'à cette heure-là, il nous est plus revenu. Sinon, la question du fonds commun ne nous préoccupe pas du tout. Voilà, d'autant plus qu'il ne fait pas partie de notre plateforme revendicative. Donc, on ne sait pas ceux qui ont posé le problème. Voilà, c'est eux qui savent où se trouve le problème et ils vont apporter des réponses. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, le syndicat des travailleurs des douanes, le syndicat national des travailleurs de la planification et de la coopération, le syndicat national des agents des finances, le comité CGTB et NAREF sont les 6 syndicats dont les membres observent cette grève de 48 heures. Et cette grève au ministère de l'économie et des finances est jugée injustifiée par le gouvernement. C'est ce qui est ressorti du Conseil des ministres de ce mercredi. Un Conseil des ministres consacré également aux questions sécuritaires. 2 décrets ont été signés dans ce domaine. Nous prenons tout cela avec Roméo Koyeta. Les 2 points de la plateforme revendicative du syndicat des agents du ministère de l'économie et des finances qui les opposent au gouvernement concernent les questions du statut revalorisant et celles des réformes au sein du ministère. Selon le gouvernement, cela ne saurait faire l'objet d'une grève, d'autant que les discussions sont très avancées
sur les 5 autres points de la plateforme. Il y a 7 points qui sont mis en œuvre. Sur les 5 points, nous avons plus ou moins des éléments de convergence. Il y a 2 points qui posent problème. Et ces 2 points-là, de l'avis du gouvernement, ne peuvent pas justifier qu'on aille en grève. C'est des éléments de discussion structurants. Il s'agit en particulier donc de la question du statut revalorisant. Et il s'agit également quand même d'un élément qui est une prérogative de celui qui administre, c'est de faire les réformes. Mais même là, nous sommes d'accord pour aller dans des réformes de façon consensuelle. Donc vraiment, nous ne voyons pas pourquoi cette grève-là est maintenue avec cette acuité-là. En ce qui concerne les points de revendication sur le rétablissement du carburant et la réintégration des agents du ministère au bâtiment R+4, le gouvernement se dit ouvert au dialogue. Pour ce qui est du contrat avec Cotecna, là encore, le gouvernement rassure qu'il ne sera pas reconduit. Cotecna, par exemple, c'est un exemple parfait de ce que nous devons comprendre. Rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Salifou Diallo, avait dit qu'il n'aimerait pas voir le contrat reconduit. Et le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que le contrat ne soit pas reconduit. Donc il n'y a pas de matière à en faire un point pour aller en grève. Je pense qu'il faut être suffisamment clair là-dessus. Sur d'autres aspects, nous avons accepté de discuter sur la question du carburant, la question du bâtiment. Encore que sur le bâtiment, comme vous le savez, c'est les agents qui avaient demandé à partir, mais nous sommes prêts à les réintégrer dans les conditions que nous aurons à définir. Donc cette question-là, je pense que le gouvernement veut informer les populations sur cet aspect-là. Nous ne sommes pas pour le pourrissement de la situation, mais nous pensons qu'à un moment donné, les acteurs aussi doivent raison garder pour aller à l'essentiel. L'autre fait marquant de ce Conseil des ministres, c'est la décision du gouvernement de mettre l'accent sur le renseignement dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme au Burkina Faso. À ce titre, un décret portant réglementation générale du renseignement a été adopté. Il y a aussi une réforme au sein de la police nationale qui est annoncée. Cette loi donc traduit la volonté du gouvernement de mettre en place un système de renseignement efficace et efficient qui va respecter cependant les éléments essentiels, c'est-à-dire donc les droits individuels et collectifs, les valeurs démocratiques, mais surtout qui va permettre à notre pays de renforcer sa sécurité, celle de ses citoyens et celle des investissements. Nous avons également, dans le même ordre et dans le même ministère, adopté un projet de loi portant statut du cadre de la police nationale. Cette loi qui va être présentée à l'Assemblée durant cette session donc, prévoit un certain nombre d'innovations. Il s'agit notamment de l'institution de nouveaux organes au sein de la police. Il s'agit notamment de la conférence des commissaires de la police, il s'agit de la commission de santé de la police nationale et également des changements d'appellation au niveau des corps, des grades et des galons et également une élévation du niveau de recrutement. Au titre du ministère du Commerce, la réflexion a porté sur la problématique du financement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Un décret a été adopté dans ce sens pour permettre d'accroître les crédits alloués aux PME, mais aussi permettre de diversifier leurs sources de financement. Voilà, le Conseil des ministres de ce 4 avril s'est également penché sur 2 affaires dans le secteur de l'éducation. Il s'agit notamment de la polémique née autour du port du voile non réglementaire interdit au lycée Bembata à Ouagadougou. Et l'autre affaire, c'est la fermeture du lycée provincial du Nayala dans la ville de Toma pour des raisons de violence. Je vous propose d'écouter les explications de Rémi Fulgence d'Anguinou sur ces 2 sujets. Il est au micro de Roméo Koeta. Il s'agit notamment de ce qui s'est passé au lycée provincial du Nayala à Toma. Il y a une situation où il y avait, semble-t-il, 2 syndicats qui demandaient donc le départ du proviseur de l'établissement. Le ministre a demandé le temps donc pour que nous ayons des enquêtes et savoir, puisqu'on ne peut pas juger à partir des points de vue d'une seule des parties. Et au résultat, donc, nous avons vu qu'aujourd'hui, des élèves sont allés saccager le domicile du proviseur. Donc le ministre de l'Éducation nationale et de la protection a décidé donc la fermeture jusqu'à nouvel ordre du lycée provincial de Nayala. Il en est de même pour ce qui s'est passé au niveau du lycée Bambata. La presse a relayé un certain nombre de faits, il s'agit notamment de la question du voile. Je pense que là-dessus, il faut apporter une information claire. Chaque établissement scolaire a un règlement intérieur. Et les parents d'élèves du lycée Bambata sont convenus que le port du voile n'est pas interdit, à condition que ce ne soit pas un voile qui cache la tenue de l'établissement, puisque c'est un élément qui permet d'identifier les élèves. Donc il y a donc, suite à ces éléments, certains élèves qui n'ont pas pu avoir accès donc, à une composition
parce que justement, ils ne respectent pas ces éléments-là. Et je pense que ce sont des cas d'indiscipline. Et il ne faudrait pas que les acteurs instrumentalisent ces cas d'indiscipline-là pour en faire des cas de sécession, de sédition à l'intérieur de notre contact, de notre ensemble social. Mais que se passe-t-il au sein des associations de droit au logement? D'abord, je vous propose de suivre cet élément dans lequel la CADDL, la Coalition des associations pour la défense du droit au logement, affirme qu'elle maintient la marche de demain, jeudi 5 avril, et ce, en dépit de sa rencontre avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est un élément de Samira Samandoulgou et de Roméo Koïta. D'un côté, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat entouré de ses collaborateurs et de l'autre, les responsables du comité de défense des acquis de l'insurrection populaire, du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, de la coalition contre la vie chère et de l'organisation démocratique de la jeunesse. Ce sont les 4 organisations de la société civile qui composent la CADDL, la coalition des associations pour la défense du droit au logement. Il est question de désamorcer une bombe. Une marche meeting prévue le jeudi prochain pour dénoncer les problèmes liés à l'accès au foncier. Premièrement, nous demandons des audits sérieux sur les opérations de lotissement, des audits qui vont associer les structures, les associations, les organisations en lutte pour la défense du droit au logement. Ensuite, nous demandons que l'on mette fin aux activités des sociétés immobilières qui, pour nous, compromettent gravement les chances des populations d'avoir accès à un logement décent. Et l'autre aspect de la plateforme minimale, c'est quoi? C'est que nous demandons à ce que l'État s'investisse dans la construction de logements sociaux au profit des populations démunies. Et nous disons qu'il faut mettre fin au projet de création de bidonvilles, masqués sous le faux masque de restructuration. Face aux représentants de la coalition des associations pour la défense du droit au logement, le ministre en charge de l'habitat évoque une désinformation des membres de la CADDL. Dans les textes, notre rôle, ce n'est pas d'attribuer des parcelles. Donc vous voyez même que sur ces questions, la compréhension n'est pas partagée. Voilà. L'attribution des parcelles revient aux conseils, aux collectivités locales, conseils municipaux, maires, etc. La délivrance de titres fonciers est du ressort du ministère en charge de l'économie et des finances. Pour lui, la marche meeting du 5 avril 2018 n'a pas sa raison d'être. La marche n'a pas sa raison d'être tout simplement parce que tout ce qui est prévu comme préoccupation dans ce qu'ils nous ont transmis pour la marche, tout est en cours. Maintenant, on peut demander que nous puissions accélérer l'ensemble des processus, mais les processus là peuvent être accélérés avec la contribution de tout un chacun. Malgré ces explications, la CADDL reste campée sur sa position. La marche est maintenue. Nous estimons que visiblement, il n'y a pas eu de réponse satisfaisante. La marche est maintenue, bel et bien maintenue. La marche meeting du jeudi prochain va partir de la Bourse du Travail au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà, ça c'était hier. Aujourd'hui, 2 autres associations, le mouvement de solidarité pour le droit au logement et l'association Namaner Nzenga se sont prononcés contre la tenue de la marche prévue demain 5 avril. Eh bien, quelles sont leurs raisons? Les explications avec Samira Samandoulgou et Natacha Ouedraogo. Entre les associations de défense du droit au logement, la division est désormais bien établie. La CADDL, la coalition des associations de défense des droits au logement, appelle à une manifestation ce 5 avril. L'association Naman Rubzanga et le mouvement de solidarité pour le droit au logement MSP Drôle s'en démarquent. Ces 2 associations en veulent surtout à la CCVC, la coalition contre la vie chère. Pour elle, la CCVC n'est pas habilitée à parler foncier. La marche de la CCVC, où ils ne maîtrisent pas la loi foncière, où ils ne maîtrisent pas les textes régissant le foncier au Burkina Faso,
où il veut contredire les textes, effectivement, qui nous amènent tous à suivre le ministère pour aller vraiment au résultat des appuiements du passif. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui la CCVC demande un audit. Il y a plein d'audits ici. L'amendement Zanga a ces documents qu'il va vous montrer après. Il y a des différents audits, enquêtes parlementaires. Nous-mêmes, nous avons demandé un audit au niveau de l'ASE. Ils l'ont fait avant l'enquête parlementaire. Voilà fait ici. Moi, je vous pose la question. Pour quelqu'un qui outrepasse toutes ces institutions, qui dit aujourd'hui que lui, il va marcher parce qu'il ne fait pas confiance à ces institutions, franchement dit, je regarde ces gens. Moi, particulièrement, ce sont mes anciens camarades, mais je voudrais qu'ils acceptent qu'ils ont dérouté cette fois-ci. La CCVC, depuis quand la CCVC s'occupe des droits socio-économiques des membres, des habitants des zones non loties. L'association Naman Gobzanga et le MSP Drôle soupçonnent la CADDL de complot en vue de provoquer une deuxième insurrection au Burkina. Son objectif, c'est quoi? C'est une insurrection. Mais je dis tout de suite que depuis le 30-31, nous n'en voulons plus d'insurrection. Nous sommes dans un état de droit et les députés, en tout cas, ont pris une loi pour faire l'enquête parlementaire que nous avons applaudi. Ils ont donné l'ordre au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat d'appuyer le passif. Le ministère a invité toutes les associations, y compris les associations qui se trouvent même dans la CCVC aujourd'hui, pour revendiquer, en tout cas, l'organisation, l'appuiement du passif. Pour l'heure, les deux associations disent soutenir pleinement le ministère en charge de l'urbanisme. Par ailleurs, elles appellent leurs membres à ne pas suivre le mot d'ordre de grève lancé par la CADDL. Venons-en à présent à cette passe d'armes entre la commune de Ouagadougou et la société immobilière Abdoul Service International. Tout commence lorsqu'en février 2017, Abdoul Service International fait don d'une parcelle de 10 hectares à l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Le 31 mars dernier, Armand Bewende, maire de Ouagadougou, refuse le don au cours d'une conférence de presse pour diverses raisons, parmi lesquelles l'absence de documents fonciers. Et bien ce matin, Abdoul Service International s'est défendu au cours d'une conférence de presse et sans ménagement. Abdoul Azal Traoré, Caroline Yoda. Document en main, le patron d'Abdoul Service International apporte la preuve que la parcelle devant servir de cimetière, l'ambulance, le corbillard et les motocyclettes offertes début 2017 à l'arrondissement 7 de Ouagadougou sont la propriété de son entreprise, contrairement aux allégations du maire de la capitale. Ça, c'est l'ambulance. On vous a fait une copie et vous pouvez faire le constat. Ça, c'est la facture d'achat du véhicule. Ça, c'est les quittances douanières. Les motos, les véhicules, les papiers d'achat et au nom de Abdoul Service. Vous avez tout ça devant vous. Je peux dire ça, ça nous appartient au Ouest. Le terrain, nous avons un protocole d'accord qui a été fait avec les propriétaires terriens. Et ce protocole d'accord, si le maire ne connaît pas le texte, je lui demande en tant que petit frère, il peut peut-être se faire entourer par des juristes, par des professionnels qui veulent lui montrer ce qu'il doit faire comme un travail. Moi, je suis un promoteur immobilier, je connais comment il faut faire le papier d'un terrain. Comme c'est un terrain qui a été donné à l'arrondissement 7, et c'est eux-mêmes qui font les papiers. Abdoul Service n'a rien à voir dans ça encore. Aujourd'hui, si la mairie centrale refuse les terrains pour qu'on fasse des cimetières, aucune personne ne peut prendre ces terrains en dehors d'Abdoul Service. Si quelqu'un vient pour dire qu'il veut prendre le terrain, il doit nous restituer le montant de 25 millions qu'on a payé avant de prendre le terrain. La parcelle en question, c'est ce terrain qui abrite justement la conférence de presse de ce mercredi 4 avril. Elle ne serait pas idéale pour des inhumations, d'après le maire Armand Bewende, parce que traversée par des pylônes de la Société nationale d'électricité du Burkina. Des arguments battus en brèche par Abdoul Service International, qui en veut pour preuve le site de Bassemiam, non loin de Sondogo,
où des pylônes de la Sonabel côtoient des maisons d'habitation et traversent également un cimetière. Autre grief reproché à Abdoul Service International par le maire de Ouagadougou, le non-respect de la procédure administrative en la matière. Le dispensaire de Samandé a été injecté 40 millions de francs CFA à sa présence. Et ils m'ont pas demandé la procédure. J'ai fait un don à Saba, la même chose, cimetière et des motos, et on ne m'a pas demandé une procédure. À l'hôpital Ouagadougou, nous avons injecté plus de 100 et quelques millions en 2 ans, on ne m'a pas demandé une procédure. Moi, ma procédure, c'est chercher l'argent pour aider la population. Si le maire central dit que ça ne lui convient pas, nous allons prendre ça à amener à Bobo Dilation. Parce qu'Abdoul Service a aussi des agences à Bobo Dilation. Comme il y a un maire qui n'est pas Moussi, il peut accepter franc. Je confirme que le maire central et Abdoul Ouedraogo, ils sont du même village, c'est des parents. Quand on parle comme ça, en tant que Moussi, ça veut tout dire. Merci. Une querelle fratricide donc. Mais Abdoul Ouedraogo invite son vis-à-vis à surmonter son ego pour ne voir que l'intérêt supérieur des populations. Des populations les plus démunies surtout, qui sont au centre des actions de développement de Abdoul Service International. Le don de cimetière à l'arrondissement 7 de Ouagadougou est la réponse au cri de cœur du chef de Sondogo qui déplore l'état de remplissage du cimetière de sa localité, ont tenu à préciser aux journalistes les responsables de la société immobilière. Le 9 février 2018. Et on change de cap, on parle d'infrastructure, 70%. Voilà le taux d'exécution des travaux de construction du pont du fleuve Moun. Situé à l'entrée de la ville de Boromo, nous sommes entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le ministre des Infrastructures s'est rendu sur place hier pour constater l'état d'avancement des travaux. Le point de Roméo Koïta. Cela fera désormais le 3e pont construit sur le fleuve Moun, juste à l'entrée de la ville de Boromo. Celui-ci est le tout premier. Il est construit en 1959. Le second, actuellement en activité, lui a été construit en 1970. Mais au regard de l'ampleur du trafic sur ce tronçon, il pourrait présenter des risques à la longue. La construction de ce 3e pont vise donc à anticiper sur d'éventuels dangers. Sur le chantier, les ouvriers entament l'une des dernières étapes de la construction du pont. Il s'agit de la pose de dalles. Au total, 88 dalles vont être posées sur les 2 poutres centrales en acier. La charpente est en métal et le tablier en béton armé. C'est la toute première fois qu'une telle technologie est utilisée au Burkina Faso pour la construction de ponts. En se rendant sur le chantier, le ministre en charge des infrastructures est allé constater l'état d'avancement des travaux. C'est un pont qui va durer en tout cas plus de 100 ans. Et je peux vous assurer que ce pont sera le plus solide des 3 que vous avez cités. Le taux d'exécution physique est aujourd'hui à peu près 70%. Et donc, je crois que nous aurons un pont solide, un pont durable, également un bel ouvrage, parce que vraiment c'est une technique, quand on regarde sur les catalogues, c'est très beau. Nous attendons la fin de ces travaux, vous viendrez avec nous pour admirer ce joyau-là sur le Mouhoun ici à Boromo. Ce type de pont présente plusieurs avantages, notamment en termes de coût. Alors qu'un pont ordinaire coûterait 8 milliards de francs CFA, le pont mixte lui coûte 5 milliards de francs CFA. Il y a aussi l'aspect environnemental qui est pris en compte. Donc, le fait d'avoir un ouvrage mixte nous permet d'augmenter la longueur des travées. Donc nous avons plus que 2 appuis intermédiaires au lieu de 4 sur les ponts précédents. Donc en termes d'entretien c'est un gain, en termes d'environnement c'est un gain aussi car rien ne vient gêner la rivière dans son écoulement. Le lit mineur de la rivière n'a pas été touché par les travaux. La fin des travaux est fixée officiellement au 24 juillet 2018. À environ 4 mois de la date butoir, l'entreprise en charge du chantier rassure quant au respect des délais. Direction Bassan, dans la commune de Kassoum, nous sommes dans la province du Sourou, où les fidèles musulmans viennent d'être dotés d'un nouveau lieu de culte, une mosquée offerte par le médiateur du Faso, Saran Sérémé, Natacha Ouedraogo.
Plusieurs années durant, la population de Bassan a nourri le rêve de changer cette mosquée. Ce 30 mars 2018, c'est un rêve devenu réalité. Une fille de la localité, Sarah Sérémé, a fait parler son cœur en leur faisant don d'une mosquée flambant neuf. Comme on dit, l'œuvre de Dieu n'a pas de coût. Maintenant, nous souhaitons qu'ils en prennent bien soin et que nous ayons d'autres partenaires qui vont nous aider à pourquoi pas avoir des centres pour mieux les former, pour mieux les éduquer dans le sens, nous le disons bien, de la tolérance religieuse, dans le sens de la paix et de la cohésion. C'est une foule des grands jours venus de toutes les localités de la région, de Bobo-Dioulasso, de Tinkodgo et de Ouagadougou, qui assistent à l'inauguration de ce joyau. Et pour les bénéficiaires, ce don est un ouf de soulagement. De notre maman, de notre aîné, qui a pu ériger une grande mosquée au profit des musulmans. En tant que musulman, vraiment tout le monde se réjouit, tout le monde se retrouve dedans. C'est des œuvres de la réconciliation. Ça veut dire là où il y a les confessions religieuses, le message de réconciliation, le message de médiation passe. Elle a dit que la mosquée là c'est bien. Que les gens doivent s'entendre. Voilà, les gens doivent compter avec ça. Cette nouvelle mosquée peut accueillir des centaines de fidèles. La cérémonie s'est tenue sous le signe d'un verset coranique, expression de la tolérance religieuse, de la paix et de la solidarité. De Bassan, nous allons à Niankologo et cette fois-ci, nous sommes dans la province de la Comoé où s'est déroulée la 3e édition du festival Niankologo en fête. Le compte rendu d'Arsène Konditamde. Et de Troyes pour le festival Niankologo en fête. Un festival annuel pour magnifier la culture dans cette ville frontalière avec la Côte d'Ivoire. Ville frontalière et aussi ville carrefour où se croisent des populations d'origines diverses. C'est ce qui justifie la tenue de cette 3e édition sous le thème Identité culturelle, migration et brassage des peuples. Une occasion pour les organisateurs d'appeler les communautés de la localité à cultiver le vivre ensemble. C'est une manière pour nous de briser les barrières et renforcer le principe du vivre ensemble par l'expression culturelle et la connaissance de l'autre, l'acceptation de son prochain. Nous devons réussir ce pari avec tous, malgré la différence de culture, de langue, de tradition, de religion, d'opinion, de coutumes, qui devraient constituer une richesse au lieu d'un facteur de blocage, de division, car Niankologo est une ville avec une tradition hospitalière légendaire, un Burkina Faso en miniature. La culture, facteur de cohésion et de rassemblement, est le socle sur lequel souhaitent s'appuyer les organisateurs pour atteindre leurs objectifs. Édition après édition, les défis sont toujours plus nombreux et les initiateurs se disent prêts à les relever. D'année en année, on voit que la charge devient beaucoup. On voit aussi que les défis qui s'imposent à nous sont beaucoup. Il y a beaucoup de challenges à relever. Mais nous avons même voulu, dès l'an passé, aller à la biennale, c'est-à-dire chaque 2 ans, pour faire le festival. Mais ce qui s'est passé, c'est que les populations même se sont trouvées, qu'ils nous ont dit, ils ont exigé afin que le festival soit annuel. Donc vous voyez déjà ce que cela nous amène. Alors que nous avons encore le problème, ce n'est pas se retrouver pour festoyer, pour pouvoir au moins nous réjouir dans notre culture, pour pouvoir se rencontrer. Mais quand nous nous rencontrons, en partant, nous laissons au moins des traces. C'est-à-dire que nous fortifions entre nous, nous encourageons entre nous à poser des actions de développement qui sont visibles pour nos populations. Le festival Niankologo en fait est une initiative de l'association pour le réveil culturel et citoyen. Cette association a entre autres objectifs de réunir les fils et filles de la région des Cascades autour de la culture pour impulser le développement. Actualité internationale, aux États-Unis, on célèbre les 50 ans de la disparition de Martin Luther King. 50 ans après sa mort, que peut-on retenir de son héritage? Le secteur du cinéma nous en dit plus.
À l'heure où l'Académie des arts et des sciences du cinéma américain, l'instance qui décerne les Oscars, est à 94% blanche, que doit le cinéma à Martin Luther King? 50 ans après sa mort, de nombreux acteurs et réalisateurs afro-américains lui rendent un hommage appuyé. C'est le cas de l'équipe du film Acrimony de Tyler Perry. Ça signifie tout pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et capable de vous parler librement. Martin Luther King a rendu possible le fait que les Afro-Américains puissent exprimer leur créativité. Alors nous respectons et aimons tous Martin Luther King. Marcher sur un tapis rouge pour un film, c'est ça l'impact qu'il a eu sur ma vie. On parle ici des grandes choses qu'il a faites, mais nous ne les vivons pas. Et je pense que c'est la prochaine étape. Nous avons épuisé le sujet. Nous devons commencer à vivre la vérité de l'homme. Il faut attendre 1964 pour voir le premier acteur noir recevoir un Oscar, celui du meilleur acteur pour Sidney Poitier dans Le Lys des Champs. Il faudra encore attendre 40 ans en 2002 pour que Denzel Washington obtienne la même statuette pour Training Day. La même année, Halle Berry devient la première afro-américaine à remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Il nous a beaucoup aidés, mais comme à chaque tournant de l'histoire, certains essayent de revenir en arrière. Nous devons résister et continuer à avancer. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais j'espère toujours, parce qu'il y a ces jeunes que nous avons vu bouger sur les armes à feu, il y a cette volonté. Cela a une signification pour moi. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Malgré l'émergence de grands cinéastes et acteurs afro-américains, les Oscars restent toujours trop blancs. En 2015 et 2016, la polémique sur l'absence de noirs dont les nominations agitent Hollywood, de nombreuses personnalités décident alors de boycotter la cérémonie. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez sur votre chaîne de télévision préférée tout à l'heure à 20h15 de Kibaï Wakato, le journal Amoré. Demain, 13h, Alfred Thioyer pour l'édition de la mi-journée, puis à 19h30, je vous retrouve pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.